tous. Ici, ça tourne. Bonjour à tous. Piero San Giorgio, j'ai le grand plaisir d'accueillir Eric Verhaeghe pour la sortie de son livre Le Grand Reset, mythe ou réalité, que j'ai lu et que j'ai oublié dans ma ferme. Ah bah bravo. Mais, oui, non, mais je l'ai lu le week-end dernier d'une traite, ou presque. C'est un livre très intéressant et surtout très bien écrit, que je vous conseille et dont on va parler aujourd'hui. Eric, bonjour. Bonjour Pierrot. Merci de m'inviter, c'est un plaisir de te retrouver. Alors, je t'invite, tu vois, dans ma cuisine, alors que toi, tu as beaucoup de livres, dont certains que j'ai lus également, et tu donnes tout de suite l'idée de quelqu'un de cultivé, et quand on lit ton livre, on se rend compte que non seulement, comme je disais, tu as une bonne plume, mais je crois que tu as une analyse très pertinente et très réaliste de ce qu'est ce fameux grand reset dont tout le monde parle et dont personne, visiblement, ne comprend les tenants, les aboutissants, et surtout, personne n'a fait l'effort, comme toi et que j'ai fait aussi, de lire le livre de Klaus Schwab et Thierry Malray. Qu'est-ce qui t'a motivé? Pourquoi tu as souhaité faire ce livre d'explications, de commentaires, de décryptage de ce fameux grand reset? Alors, probablement pour la même raison que toi, c'est-à-dire que sur le courrier des stratèges que j'anime, j'ai commencé à recevoir beaucoup de commentaires à l'automne 2020, parlant du Great Reset, du nouvel ordre mondial, de complot, etc. Et donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui prend tout à coup cette importance? Et donc je me suis dit, plutôt que de lire ça par commentaires interposés et de sombrer dans le fantasme, j'ai fait le travail que j'apprécie, pour lequel j'ai été formé, qui est un travail d'historien, puisqu'à la base je suis un peu historien, et je suis revenu aux documents, je suis revenu aux sources. Et j'ai le parti pris du livre que j'ai fait est précisément de ne pas être un livre de commentaires sur le Great Reset, mais pratiquement un livre une note de lecture. C'est une reprise chapitre par chapitre de ce que propose le Great Reset, et mon livre est organisé autour d'une espèce de compte-rendu synthétique et un peu critique de ce qui est écrit chapitre par chapitre dans le Great Reset. Et donc mon souci a vraiment été de faire le départ entre le fantasme et la réalité, et de permettre aux gens de savoir exactement ce qu'il y a dans le livre du Great Reset. Alors, bien entendu, je conseille à tout le monde de lire aussi le livre de Schwab et Malray. Il se trouve que quand je l'ai lu, moi j'ai eu accès en anglais, donc je l'ai lu en anglais. Je trouve que c'est un anglais un peu fastidieux. Le livre de Schwab et Malray n'est pas forcément limpide tout de suite, parce qu'en réalité, il y a des propositions qui sont faites, et je pense qu'il faut un minimum de recul critique pour comprendre ce qui est dit. Mais voilà, mon souci, ça a vraiment été d'éclaircir ce qui relevait de cette espèce de fébrilité autour d'un complot qui dit, pour aller vite, que le virus a été inventé ou disséminé volontairement par des gens qui veulent en profiter pour faire changer le monde et confisquer la démocratie. Je voulais leur dire ce qu'on trouve exactement dans le livre, débarrassé de ces informations, de ces convictions intimes d'un certain nombre de gens que je crois sincères, mais qui ne reposent sur aucun document aujourd'hui. C'est vraiment un travail de retour aux choses. Et c'est tout à fait important de toujours garder raison, car souvent on finit par croire dans ses propres convictions, forcément, et de partir dans des stratégies individuelles pour ceux qui veulent jouer en bourse, par exemple, mais pour ceux aussi, dans mon cas, qui se préparent à la survie en temps difficile, de ne pas partir dans des scénarios farfelus qui nous amèneraient à nous préparer à des choses coûteuses et peut-être pas très saines. Donc, il est toujours important de bien comprendre la réalité. Au passage, Pierrot, excuse-moi, je te coupe, mais au Oui. passage, je note quand même que dans le livre Le Great Reset de Schwab et Malray, il y a une perche qui t'est tendue d'une certaine façon, puisque l'hypothèse d'une rupture dans les chaînes d'approvisionnement, l'hypothèse de troubles sociaux majeurs, et l'hypothèse qui sous-tend tout le livre, c'est-à-dire que le Great Reset de Schwab et Malray
est vraiment un ouvrage qui est conçu pour éviter les situations de survivalisme, si j'ose dire. Et c'est les préconisations de Schwab et Malray pour éviter des ruptures majeures comme celles que tu crains, que tu prépares ou que tu anticipes. Alors, il y a un paradoxe et un biais cognitif qui saute aux yeux lorsqu'on lit le Great Reset et que tu as identifié, que tu commentes dans ton livre. Le premier paradoxe, c'est que ce sont des libéraux tenants du marché qui prônent en fait tout au long du livre une économie, pas à mot voilé, planifiée, et un biais cognitif qui est celui à partir du moment où on décrit quelque chose que l'on souhaite, on a tendance à œuvrer, et ce sont des gens qui ont de l'influence, par leur conférence de Davos, qui a démarré par une conférence annuelle et aujourd'hui est en fait un forum Permanent. 24 heures permanent dans le monde, qui couvre le monde entier, et en fait ils ont tendance, on sent que leur vision de l'économie libérale et du marché, elle ressemble quand même beaucoup à l'économie planifiée, dans le meilleur des cas, à la singapourienne ou à la coréenne. Ils prennent beaucoup en exemple Singapour. Et dans le pire des cas, ça commence à ressembler quand même pas mal à l'Union soviétique, leur histoire. Comment tu analyser ça? Parce que je pense que nous sommes dans ce que Marx appelait les rendements décroissants. Alors, il n'a pas été le seul à appeler ça les rendements décroissants, mais Marx a théorisé cette espèce de cycle capitaliste de rendement décroissant qui oblige à des réactions politiques fortes. Et en réalité, la concurrence libre et parfaite n'est jamais acquise, n'a jamais été acquise dans le capitalisme, et elle n'est jamais acquise. Et on voit bien aujourd'hui que tous ceux qui ont fondé leur fortune sur des cycles de consommation très rapides, et notamment les fabricants de téléphones portables, les fabricants d'objets de consommation, tous sont aujourd'hui un peu cornérisés, ou en tout cas s'attendent à l'être, et ils savent qu'ils rentrent dans une seringue, parce que la fin, que tu décris très bien dans ton livre, la fin prévisible des ressources, en tout cas le volume limité de ressources utilisables pour fabriquer tous ces produits, fait qu'ils ne pourront pas éternellement faire survivre le même modèle de consommation. Et donc, ils doivent réinventer un modèle de profit durable dont ils ne seraient pas évincés et qui va fonctionner sur autre chose qu'une utilisation indéfinie des ressources fossiles. Et donc, ma conviction, c'est que aujourd'hui, ces gens-là ont deux certitudes. C'est qu'ils doivent se battre pour survivre dans les 30 prochaines années et pour faire survivre les ressources de profit, et deux, que l'intervention de l'État les protégera contre d'éventuelles contestations, révolutions, entrées sur le marché de concurrents qui risqueraient de les menacer. Et vraiment, de mon point de vue, ce qui justifie leur vision, c'est l'idée que seul le capitalisme de connivence, c'est-à-dire seule l'imbrication des relations entre la décision politique et la stratégie économique, peut sauver leur modèle et peut sauver leur propriété. Sinon, ils risquent de voir finalement d'autres gens arriver et les supplanter. Et je pense que je n'interprète pas le Great Reset autrement que comme ça, c'est-à-dire comme le cri de désespoir d'une certaine façon. C'est pour ça que je suis très optimiste sur le fait qu'il n'aura pas lieu, ce Great Reset. Mais je n'interprète pas autrement comme un cri de désespoir poussé par des gens qui savent qu'ils ont tué la poule aux œufs d'or et que maintenant il faut se réinventer, et que dans cette réinvention, ils ont intérêt à avoir de leur côté les puissances normatives des États ou des structures multilatérales. Ils ont intérêt à avoir de leur côté un certain nombre de puissants régaliens qui vont mettre la puissance régalienne au service de la préservation de leurs intérêts. Je l'interprète comme ça. Et là-dessus, je pense en effet que c'est une évolution majeure, parce que dans la pratique, Schwab et Malray préconisent le planisme. Toi, tu appelles ça économie planifiée, moi je vais reprendre les termes de Hayek, sur le planisme, qui était une doctrine économique des années 30 d'ailleurs, qui préconisait le New Deal. On remarquera que tout ce que fait Biden aujourd'hui est largement contenu dans le Great Reset, qui est en soi un livre écrit au printemps 2020 contre Trump, avec la crainte que Trump soit réélu, et qui attend avec impatience l'arrivée de Biden. Donc tous ces gens, en réalité, sont pour un planisme, c'est-à-dire une économie organisée par l'État,
qui protège bien entendu les gens en place. Je remarque, si tu me permets de faire un long tunnel d'expression, je remarque quand même que Schwab est né en 1938 en Allemagne, en Suisse, de mémoire, sa famille est suisse, travaille en Allemagne. Son père possède une usine à Ravensbourg, qui d'ailleurs pendant la guerre utilisera, comme beaucoup d'usines allemandes, des prisonniers de guerre et pas seulement de guerre. Et Schwab a grandi dans cet univers national-socialiste où l'économie est planifiée par l'État, comme dans le système communiste. De ce point de vue-là, Hayek montre très bien qu'il n'y a pas de différence de nature entre les deux univers, Hayek ou Bertrand de Jouvenel pour les lecteurs de Jouvenel. Et donc, on voit bien qu'on est dans une espèce de retour cyclique à l'idée que face à la crise, face aux crises, c'est l'alliance entre l'État et les détenteurs des moyens de production, des plus gros moyens de production, qui permet de sauver la situation et qui permet d'éviter l'explosion générale. Ça, c'est vraiment, je pense, une permanence dans la vision du monde. Et d'ailleurs, Schwab ne s'en cache pas. Quand on regarde la description qu'il fait du Great Reset individuel, et le portrait qu'il fait de l'homme, c'est quand même pas un portrait très humaniste. Donc, pour Schwab, un humain, c'est un consommateur docile. C'est pas un esprit libre. L'histoire nous montre que lorsque les économies sont planifiées par des puissants, d'abord pour leurs propres intérêts, et avec une liberté d'information de plus en plus, en tout cas sans commune mesure dans l'histoire que nous avons aujourd'hui, nous rentrons dans ce que Michel Maffesoli, le sociologue, appelle aujourd'hui l'âge des révoltes. Et on se demande s'il n'y a pas un tiraillement, et je crois que dans le Grand Reset, ceci est envisagé, il n'y a pas un tiraillement entre, d'un côté, les populations qui ont soif, dans le meilleur des cas de liberté, dans le pire des cas simplement qu'on les laisse tranquilles pour consommer, des aspirations un peu libertaires, mais peut-être sans idéologie politique, bien sûr, mais d'un autre côté, des élites qui se disent, pourvu que l'on puisse avoir encore une année, encore un mois, encore un jour de cette pyramide extrêmement, avec une très forte captation des richesses et parfois avec raison et talent, il n'y a pas de problème si quelqu'un a un produit fantastique d'accumuler des fortunes colossales, mais pour que justement leur taux de profit puisse rester encore un jour, monsieur le bourreau, oui. très fort. On le voit ça dans ton analyse du Grand Reset. Oui, parce que en réalité, mais c'est pour ça que le capitalisme a en permanence besoin de se réinventer. Sinon, la dégénérescence naturelle du capitalisme, c'est cette forme larvée de communisme ou de socialisme qu'est le capitalisme de connivence. Et assez naturellement, la construction, on voit bien, je vais prendre un exemple précis, on voit bien comment Facebook, qui est Zuckerberg s'est enrichi de façon fulgurante grâce à Facebook, avec beaucoup d'intelligence. Aujourd'hui, Facebook, pour éviter le démantèlement, pour éviter les lois sur les monopoles ou sur les abus de position dominante, pour éviter la proposition de la sénatrice démocrate Elizabeth Warren qui voulait démanteler Facebook, on voit bien que Facebook prête sa force, prête ses données, prête ses stocks d'informations aux États pour maintenir l'ordre. Et je trouve, d'ailleurs, je ferai sans doute un papier là-dessus prochainement, je trouve que c'est assez instructif de voir comment aujourd'hui Facebook s'allie en France avec Combini pour dénoncer les fake news qui parlent par exemple du complot du Great Reset. Et Facebook aujourd'hui est un outil qui a fait fortune très rapidement et qui, face au risque de voir de nouveaux entrants contester sa suprématie, fait alliance avec les États pour saucissonner les libertés et pour les étouffer. Et je pense que c'est un processus assez naturel dans toute économie libre, qu'à un moment donné, ceux qui ont réussi s'organisent pour faire des barrières à l'entrée et empêcher les autres de venir contester leur suprématie. Et de ce point de vue, la question c'est est-ce que il y a une absence d'idéologie en face chez les gens qui contestent. Alors moi, je ne suis pas convaincu de ça, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une idéologie naturelle à l'humain
qui est le libertarisme. Je fais une petite provocation, mais ça résume assez bien ma pensée. C'est-à-dire que je pense que les gens, aujourd'hui, n'ont pas d'idéologie au sens marxiste du terme, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une vision de la superstructure, etc. En revanche, ils veulent être libres, ils veulent qu'on leur foute la paix, ils veulent qu'on les laisse acheter dans le magasin qu'ils veulent, rouler à la vitesse qu'ils veulent quand c'est sûr sur les routes. Ils ne comprennent pas pourquoi on leur impose de rouler à 80 plutôt qu'à 90 sur une route nationale où il n'y a personne. Ils veulent qu'on les laisse se promener dans la rue sans mettre le masque. Tout ça les fait chier. Et ils veulent qu'on arrête d'empoisonner leur vie par des contraintes et de leur expliquer qu'il faut être un bon citoyen, qui fait ceci, pas cela, etc. Et je pense que nous assistons, moi je suis très frappé de voir les manifestations du Bois de la Cambre à Bruxelles, qui sont le fait de jeunes bourgeois moyens bruxellois. Ceux qui connaissent les Belges savent que bon, c'est pas des grands révolutionnaires et que globalement, ce qu'ils aiment, c'est leur Dolce Vita et le reste, bon, ça les concerne peu. Je suis frappé de voir comment ces jeunes, qui sont majoritairement issus de milieux plutôt aisés, sans être riches, mais c'est des jeunes, des bons bourgeois qui n'ont pas connu le besoin, qui ne sont pas idéologisés, qui ne sont pas nourris d'une idéologie de rupture avec le capitalisme. Je suis frappé de voir comment ils sont capables de se mobiliser pour affronter la police au nom de arrêter la dictature sanitaire. Et je suis frappé de voir la percée de cette expression de dictature sanitaire dans les esprits. Je suis frappé de voir qu'en France, majoritairement, les gens sont contre le pass sanitaire, alors que ça fait un an qu'on leur baratine en disant sortir dans la rue est devenu très dangereux et ça devrait être réservé à une élite, malgré cette espèce de martèlement quotidien qu'il y a eu pendant un an, les gens disent non mais en fait on n'y croit pas, on s'en fout et laissez-nous vivre. Et ça, je pense quand même que en Europe en tout cas, c'est un réflexe qui n'a pas été tué par une année de lavage de cerveau. Enfin, bon, en tout cas, je suis frappé de voir le lavage de cerveau qu'il y a eu pendant un an dans les médias subventionnés, les médias mainstream, les médias réglementés, on va dire. Et malgré ce harcèlement quotidien, il y a un réflexe spontané qui est de dire, mais nous, le capitalisme, socialisme, c'est pas le sujet. On veut pouvoir aller acheter notre baguette à la boulangerie à l'heure habituelle, sans être emmerdé par des gens qui nous disent non mais il y a couvre-feu, il y a ceci, il y a cela, ne t'arrête pas. Et donc je suis très optimiste sur la réaction, c'est-à-dire que je pense que le fait qu'il n'y ait pas d'idéologie chez les gens est la meilleure garantie qu'il y aura un soulèvement populaire. Et c'est aussi la meilleure garantie d'une régénérescence de la contre-élite qui va émerger. Je pense que majoritairement, l'élite de demain sera une élite qui sera beaucoup moins marxisée que celle que toi et moi avons connue lorsque nous étions enfants. Tu te souviens qu'à l'école, on était obligé d'apprendre les luttes des classes, le machin truc. Je pense que les élites de demain seront sur un tout autre modèle et seront sur un vrai modèle de liberté et un vrai modèle de hacker. Je pense que la contre-élite qui va venir, elle sera une élite de hackers, c'est-à-dire des gens qui seront contre les grands systèmes et qui ne se laisseront pas berner par l'espèce de labyrinthe dans lesquels on veut les faire entrer. Alors justement, dans le Grand Reset, vers la fin les trois quarts du livre, Schwab et Mailleret nous parlent de peut-être la prochaine crise qui viendrait serait une crise de hackers, de virus, oui, cette fois. C'est leur grand fantasme. Et qui, justement, attaquerait les systèmes et les réseaux informatiques tellement vitaux aujourd'hui pour faire fonctionner une économie en flux tendu et comment on appelle ça en anglais déjà en juste à temps. En juste à temps, voilà la traduction française, juste à temps. Et encore une fois, de là à annoncer un problème et de le souhaiter, la limite n'est pas très claire chez eux. Alors, et venant du monde informatique, les choses ne peuvent pas être aussi simples, car la centralisation n'existe pas en réalité dans les réseaux informatiques, et ils sont même conçus pour justement résister à des ruptures dans leur architecture même, en tout cas Internet.
Comment vois-tu l'évolution de justement de ce paradoxe de vouloir d'un côté un marché, mais d'un autre côté de le centraliser, et en même temps d'annoncer les risques de la centralisation? Alors, je vais faire de l'extrapolation, qui n'est pas loin d'une forme de complotisme. Mais c'est vrai, d'abord, je le redis, que aujourd'hui, les travaux du Forum de Davos sont très tournés vers la préparation d'une cyberattaque mondiale systémique, qui justifie d'ailleurs la mise en place du site Cyber Polygon, qui est une entité du site du Forum de Davos et qui est dédiée au Kriegspiel qui doit avoir lieu au mois de juillet, de préparation d'une cyberattaque généralisée. Alors moi, en réalité, l'espèce d'obsession de fixette qui est faite, je note que d'abord Bill Gates, Microsoft a été très largement l'objet de cyberattaques tout au long de l'année 2020, et donc je pense que même Microsoft a mesuré la potentielle vulnérabilité de n'importe quel système informatique à une attaque en règle. Certains d'ailleurs l'attribuant à la Chine, donc je n'exclus pas qu'il y ait d'ailleurs des considérations géostratégiques complexes autour de tout ça. Mais je pense qu'il y a en réalité une fenêtre arrière, comme disaient les informaticiens, une porte arrière, qui explique en partie l'obsession. C'est-à-dire que je suis intrigué de voir que en 4 mois, et Janet Yellen, qui est devenue secrétaire d'État américaine aux finances, pour aller vite, et son successeur à la Réserve fédérale, Jérôme Powell, ont annoncé que le grand risque financier n'était pas une crise des valeurs, n'était pas une crise boursière, ni une crise financière, c'était une crise cybernétique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que la Réserve fédérale américaine désigne comme la plus grande menace, c'est une attaque qui mettrait en péril les systèmes informatiques bancaires et qui permettrait, par exemple, de faire décaisser 50 milliards à une banque sans qu'on ne sache où va cet argent et sans que la banque ne puisse s'en rendre compte. Je mets ça en relation avec les travaux pilotés et coordonnés par la Banque des règlements internationaux, la BRI, qui pilote des groupes de travail dans chaque grande banque nationale multilatérale. La BCE elle-même a un groupe de travail dédié au Great Reset monétaire. Et l'hypothèse de travail du Great Reset monétaire, c'est la suppression du cash, donc des billets, et la création de monnaies numériques. D'ailleurs, la Réserve fédérale américaine elle-même travaille sur la mise en place d'un dollar numérique. La Chine a l'ambition de mettre en place une monnaie numérique. Et c'est vrai que ces monnaies numériques ont un fonctionnement simple, qui est contesté aujourd'hui par les cryptocurrencies. Fonctionnement simple, c'est que l'argent serait centralisé dans les comptes de chaque banque centrale. Peut-être qu'une cyberattaque permettrait d'accélérer cette confiscation de la monnaie fiduciaire et permettrait de limiter la circulation monétaire, en tout cas le contrôle de la circulation monétaire, à quelques banques centrales qui diraient, face au désordre monétaire, au désordre financier international créé par cette cyberattaque, nous basculons dans des monnaies numériques que nous contrôlons à partir d'une espèce d'intelligence centrale. Enfin, il y aurait 5 ou 6 intelligences centrales dans le monde qui seraient chargées d'enregistrer tous les mouvements. C'est-à-dire qu'on ne pourrait plus aller chercher de l'argent au guichet, au distributeur de monnaie, on aurait une carte et toute utilisation de la carte serait inscrite dans un grand livre d'une banque centrale qui aurait la faculté de bloquer ce qu'elle voudrait, c'est-à-dire dire la carte de monsieur Giorgio, elle est bloquée, il ne peut plus rien dépenser. Et ça, ce qui est sûr, c'est que cette option-là existe. Christine Lagarde a expliqué qu'au nom de la lutte contre le blanchiment, bien entendu, il y a deux raisons pour lesquelles on confisque les libertés. C'est pour nous protéger contre les terroristes et nous protéger contre les complotistes. Et donc, au nom de la lutte contre le blanchiment de l'argent, du terrorisme, du financement de toutes ces choses horribles, Christine Lagarde a expliqué qu'il fallait qu'en effet la Banque centrale, dans l'hypothèse d'un euro numérique, puisse contrôler tous les échanges et puisse intervenir
pour bloquer les échanges dont l'origine serait douteuse. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, le cadre idéologique d'un asservissement des populations par la confiscation de l'argent est écrit. Alors, je recommande à tous ceux qui découvrent peut-être ce que je dis d'aller voir les comptes rendus. Alors, j'en avais fait l'analyse au mois de novembre sur le Code des stratèges, d'aller voir les comptes rendus des groupes de travail de la BCE sur le sujet, qui sont tout à fait explicites, hein, et qui expliquent, voilà, comment, au nom de la lutte contre le blanchiment, je note qu'au 2 juin 2021, entre en vigueur une directive sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, directive sur la circulation de l'argent liquide, qui permet, dans sa transposition en droit français, qui permet aux douanes françaises d'interdire à n'importe qui de sortir plus de 10 euros. Alors, la limite jusqu'ici, c'était 9 999 euros qui étaient autorisés sans contrôle. Cette limite vient de sauter. Donc, il faut voir qu'il y a une tendance grandissante à vouloir interdire la propriété privée par la monnaie. Et peut-être qu'une cyberattaque pourrait être l'occasion d'accélérer dans les esprits le paradigme du Great Reset monétaire. C'est bien complotiste, ça. C'est complotiste, après tout. Bon, quand il y a besoin de faire des guerres, depuis au moins un siècle et demi, on s'arrange bien d'avoir des attaques opportunes qui nous permettent de les justifier. Donc, et ça, ce n'est pas un complot, c'est documenté. Opération Northwoods à l'époque de Cuba. Certains diraient jusqu'au 11 septembre, dont je fais partie. Donc, on pourrait imaginer aussi une attaque informatique qui, dans les banques centrales, créerait de la fausse monnaie en ajoutant de la création monétaire sans contrepartie. C'est l'une des craintes. C'est l'une des craintes expliquées par la Réserve fédérale. Ça risquerait de semer la pagaille parce qu'on ne saurait plus quoi. Le résultat ce qui est frappant, c'est que dans ce que tu expliques dans ton livre, c'est que la complexité du monde moderne est telle, et d'ailleurs ils en parlent, la rapidité du monde moderne est telle que cela semble tellement, ça semble paradoxal que des gens qui comprennent ces difficultés aient même l'espoir de reprendre le contrôle sur cette rapidité, sur cette fluidité, sur cette rapidité. Il y avait un troisième point. Alors, il y a complexité, rapidité, interconnectivité. Interconnectivité. Et donc, ça veut dire qu'ils comprennent qu'un système extrêmement complexe qui va très vite et qui est interconnecté, chaque élément influence les autres, et que vouloir essayer de contrôler le tout, je ne comprends pas qu'ils ne s'imaginent pas que il y a 99,9% de chances que ce soit une catastrophe. C'est un peu comme une mécanique subtile qu'on ne doit surtout pas toucher pour qu'elle saute en l'air. Et ça, c'est ce qui est paradoxal pour moi, c'est que j'ai l'impression qu'ils ne se rendent pas compte que leur dessein a beaucoup plus de chances de planter et d'avoir des conséquences imprévues certainement, mais aussi très néfastes, plus qu'autre chose. Je ne sais pas comment tu vois. Alors, là-dessus, moi, je pense que j'ai une position là aussi très dans la pratique. Ce discours qui est dans le Great Reset sur complexité, rapidité, interconnectivité, qui serait des données nouvelles par rapport à ce qui existait avant. On a changé de monde quand on lit le Great Reset. Et avant, le monde était simple, était lent et n'était pas interconnecté. Et maintenant, il est tout le contraire. Cette idée que le monde a radicalement changé et qu'il faut changer les règles pour s'y adapter est une idée qui a toujours été défendue par les grands esprits totalitaires. Quand on lit, quand je relis un livre que j'adore, qui est un livre d'Edmund Husserl, donc philosophe allemand qui a été évincé de sa chaire pour faire place à Heidegger par les nazis dans les années 30, Husserl a écrit un livre qui s'appelle « La crise des sciences européennes », où il explique qu'il y a une idéologie scientiste qui prétend prendre le monde pour précisément l'adapter aux nouvelles conditions. Et ce discours-là, pour moi, il est totalement fabriqué parce que
quand on va, et Claude Lévi-Strauss l'a très bien montré en allant chez les Papous, même chez les Papous, il y a de la complexité, même chez les Papous, il y a de l'interconnexion, et même chez les Papous, il y a de la rapidité. Donc, Internet a simplement permis à des gens qui sont à 5000 km de distance de se parler tous les jours s'ils veulent, ce qui n'était pas possible avant, mais le monde d'avant n'était pas plus simple. Quand on regarde par exemple l'histoire de la Grande Peur de l'été 1789, il y a eu des grandes peurs, donc les grandes rumeurs avec des fake news, des bandes qui allaient et se propager sur tout un territoire comme la France sans qu'il y ait Internet. Donc ce qui, moi, me frappe, c'est qu'en effet, ces gens-là disent « Ah, le monde est interconnecté » et que l'essentiel de leur discours consiste à dire que maintenant, donc, puisque nous sommes interconnectés, il faut porter des masques, il faut des gestes barrières, il faut que les gens se rencontrent le moins possible pour éviter la propagation des maladies. Là aussi, l'idée que les maladies se propagent par la circulation des personnes, ça m'intéresserait de voir dans quelle couche de l'inconscient ou du subconscient du camarade Schwab il a appris ça, mais ça ressemble quand même aux obsessions nazies des années 30, qui étaient la vermine nous menace. Et donc cette espèce d'idéologie hygiéniste qui doit être une réponse à la complexité du monde, je trouve ça en effet très typique de la novlangue de 1984, de Big Brother. C'est-à-dire quand on veut faire quelque chose, on annonce l'inverse. Et là, parce que nous sommes interconnectés, il faut limiter les contacts entre les hommes. Et pour moi, c'est vraiment le fait d'une idéologie totalitaire. Pour moi, cette idéologie de au nom de l'interconnexion, il faut réintermédier les rapports humains et les limiter au maximum, c'est vraiment le profond réflexe totalitaire qui avait commencé dans les années 30, avec le communisme comme avec le nazisme, et qui vit une vie nouvelle aujourd'hui. Et c'est en cela que je pense que sur le fond, c'est l'illustration d'une dégénérescence complète des élites occidentales qui sont aujourd'hui en train, au nom d'un monde libre, d'un monde démocratique qu'il faut absolument sauver, de prôner l'inverse et de précipiter la confiscation de la dictature. Et donc moi, je l'interprète comme en réalité l'expression inconsciente de la réaction élitaire, de la réaction de la caste qui a décidé de faire feu de tout bois pour empêcher l'évolution du système. Et je trouve ça rassurant d'une certaine façon, parce que c'est quand on en est là, c'est que vraiment on sent sa fragilité. Et qu'aujourd'hui, un Schwab est très doué, à mon avis, pour extorquer des chèques énormes à ses financeurs. On connaît tous ça, hein, on monte des événements. Et en réalité, le forum de Davos, tu as très bien souligné qu'il est devenu une espèce d'événement permanent. Je pense que Schwab se fait les couilles en or grâce à ça, et je trouve ça très intelligent de sa part. Mais je pense que il fait payer les gens pour des placebos. C'est vraiment l'hypocondrie. C'est-à-dire que de même, il y a des gens qui vont chez le médecin tous les jours pour être sûrs de ne pas tomber malade et qui demandent d'autant plus de médicaments qu'ils ont peur de tomber malade. Aujourd'hui, Schwab, c'est le médecin qui soigne les hypocondriaques de l'effondrement capitaliste. Il est vraiment là pour dire, mais bien sûr, on va en permanence parler de votre sauvetage. Je pense qu'en effet, on ne peut pas. L'idée des élites qui est de croire qu'on peut définitivement objectiver, instrumentaliser, chosifier les humains, les zombifier pour contrôler la société. Je pense que le problème, c'est que c'est contraire au réel. Personne n'a envie de vivre une vie de zombie. Donc je pense que ça n'arrivera pas. Mais il y aura un épisode douloureux. Ah, nous le vivons pour la plupart d'entre nous. Par parenthèse, une petite anecdote, c'est que j'y étais au forum de Davos une fois, il y a une quinzaine d'années maintenant, et mon papa y a été pendant une quinzaine d'années tous les ans, dans les années 80 jusqu'à 80, presque dans les années 2000. Et je me souviens très bien de ce qu'on me racontait et aussi de ma courte expérience la fois où j'y suis allé, c'est que c'est aussi un endroit où beaucoup d'entreprises vont pour créer des connexions. Donc, et c'est vrai qu'elles payent très cher pour y être, pour faire du réseau,
pour essayer de vendre leur concept, et chacun tire un peu la couverture à eux. Ces dernières années, on a ajouté énormément d'ONG qui amènent une approche idéologique, qui sont elles-mêmes financées par d'autres riches milliardaires qui y sont présents également. Et donc, ça multiplie leur puissance de feu. Ils ne sont plus là qu'eux-mêmes, mais ils ont des ONG qui poussent leurs agendas, qui sont toujours très intéressés derrière. Il y a souvent beaucoup d'argent, parce qu'en fait, l'ONG est un multiplicateur de financement, puisqu'une ONG qui va pousser, par exemple, au hasard, la vaccination en Afrique gratuite, eh bien, quelqu'un va quand même les acheter, ces vaccins. Et donc, derrière, ce serait intéressant de voir qui a acheté les actions, qui est actionnaire des entreprises qui donnent ou qui vendent les vaccins aux ONG financées par les États. Donc, à la fin, personne ne perd beaucoup d'argent dans ces opérations. Et si le résultat final est bon pour les populations, et pour la santé, pour le développement économique et des libertés, mais super, allons-y. Mais c'est quand cela tourne et que l'idéologie commence à ressembler à l'ancien régime, où où le roi, ou les rois, les élites, commencent à donner des fermages à des entreprises avec finalement sans concurrence, on revient à une forme finalement d'entreprise coloniale où les colonies étaient créées à l'époque, il y a plus d'un siècle et demi, pour pouvoir créer des marchés captifs dans lesquels ceux qui avaient donc ce fermage ou ce marché se faisaient effectivement des couilles en or, puisque là, les règles du marché, de la liberté de commerce n'existaient plus. On était obligé d'acheter chez le magasin général, dans la Société des Indes orientales, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et finalement, ça finit par des révoltes, encore une fois, ça finit par la décolonisation, des guerres d'indépendance. Aujourd'hui, les populations, elles sont bien nourries, elles ont le frigo encore plein, mais on sent qu'il y a des défaillances. L'inflation semble arriver, il y a commencé à y avoir des pénuries très importantes dans beaucoup de secteurs de l'économie. La concaténation de ces pénuries et de ces inflations, elle est imprévisible, mais on commence à la sentir venir. Lorsque les frigos se vident, Internet, pas Internet, le cash, peu importe, les gens, lorsqu'ils ont faim, il faut régler le problème. Quand ils ont faim, il faut régler le problème. Je recommande d'ailleurs à nos auditeurs le site du Forum économique mondial a publié un très bon article sur le taux de disparition de très petites entreprises, de small business, aux États-Unis depuis un an. Et ça permet de mesurer Alors, c'est ça qui est frappant d'ailleurs, c'est que les acteurs du Forum économique mondial mesurent eux-mêmes la performance de leurs mesures et sont mieux informés sur ce point, plus transparents que beaucoup d'États, puisqu'en France, par exemple, le gouvernement a une angoisse qui est de voir les 150 000 faillites de très petites entreprises arriver, c'est-à-dire en gros 1 sur 7 qui disparaîtrait, peut-être 1 sur 5. Et le Forum économique mondial, lui, en parle très librement. Donc je trouve ça tout à fait intéressant. Tu le fais remarquer très très bien. En fait, il n'y a pas de complot. Tout est transparent, tout est ouvert, et ça, c'est important de le dire, et donc de lire les livres et les sources, comme tu disais, d'aller à la source sur ces sites et sur ces forums et sur ces publications. Certes, ça demande du travail, ou pour la plupart de ceux qui nous écoutent, qui ne souhaiteraient pas faire ce travail minutieux, eh bien de lire des livres comme le tien, dont je rappelle le titre, Le Grand Reset, mythe ou réalité, que vous pouvez trouver dans les bonnes librairies, et si les librairies ne l'ont pas, sur le site Culture et Racines, qui est le site de l'éditeur. Et si vraiment vous voulez nourrir la bête, eh bien allez sur les grands vendeurs en ligne qui l'ont également. J'ai beaucoup lu ce livre, je mettrai le lien de la description sous la vidéo. Peut-être pour conclure, un dernier mot, quel est ton avis personnel sur la direction de ce grand reset, de son application ou de son échec? Je suis frappé de voir quand même que beaucoup de gouvernements occidentaux reprennent à leur compte un certain nombre de thématiques. Je pense au pass sanitaire en France qui est imposé comme un cheveu sur la soupe alors que personne n'en veut, même les députés de La République En Marche ne veulent pas du pass sanitaire que Macron veut imposer.
Alors, je pense qu'on le fera à la française, c'est-à-dire qu'on va le mettre en place parce qu'il y a un gars qui le voulait, mais on ne va pas l'utiliser. C'est comme le confinement à Paris, on ne le voit pas, enfin, à part que les bars sont fermés, les gens vivent normalement. Donc je pense qu'on fera la même chose, mais je suis frappé de voir qu'il y a quand même des gouvernements qui se fient à cette ligne générale, hein, et qui se battent pour l'appliquer. Donc je pense qu'il y aura tôt ou tard une confrontation, c'est-à-dire que je suis frappé de voir que le pass sanitaire, 2 Français sur 3 sont contre. Euh, Vraiment, ça suscite une vraie hostilité. Le conseil scientifique, qui est pourtant très soumis à Macron, a dit non, mais ça ne sert à rien. Alors, si ça sert à quelque chose, c'est vraiment à titre exceptionnel et temporaire. Et je suis frappé de voir qu'il y a aujourd'hui des mesures qui sont tirées au forceps. Et donc, je pense que ça aura un temps et je pense que ça se finira mal. Je pense que tôt ou tard, des gens vont dire bon, le forum de Davos, on arrête. Voilà. Mais personne ne sait quand il y aura. Pour moi, la probabilité d'une confrontation, ce que tu soulignais comme l'ère des soulèvements de Maffezoli, la probabilité de ces confrontations, pour moi, elle est forte, mais elle n'est pas acquise, hein, elle n'est pas sûre à 100%, et personne ne sait comment elle démarrera ni quand elle arrivera. Mais il faut reconnaître quand même que aujourd'hui, on a mis les gens tellement sous pression émotionnelle que c'est compliqué à gérer les émotions populaires, hein. Donc, il faut s'en méfier. C'est toujours important de souligner que l'histoire est imprévisible, qu'elle ne s'arrête jamais, que nul ne pouvait prédire la Révolution française, que nul témoin de la Révolution française n'aurait pu imaginer Napoléon Bonaparte, que nul témoin de Napoléon Bonaparte ne pouvait imaginer le Congrès de Vienne. Et que aujourd'hui, nous sommes aussi dans des situations. Peu de gens ont vu l'effondrement du mur de Berlin. Emmanuel Todd en France a été l'un des rares, brillant de ce côté-là. Personne ne pouvait prévoir, et pour cause, le 11 septembre. Aujourd'hui, bien que les pandémies étaient prévisibles, puisque j'en ai même parlé dans mes livres en 2016, j'ai écrit un livre sur comment se préparer aux pandémies, aux accidents nucléaires et aux guerres nucléaires, espérons que celle-là, on y échappe, et aux accidents industriels, etc. L'impact de la crise politique et économique créée par un petit être microscopique, presque sans défense et sans effet, presque, je dis presque. Rappelons que la définition de la science aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent et pour les censeurs, la définition de la science, c'est de écouter aveuglement, sans poser aucune question, l'avis des officiels. Ça, c'est la nouvelle définition de la science en 2021. Mais enfin, c'est imprévisible. Et donc, nous ne savons pas vers quel. Et ces gens qui sont peut-être malheureusement dans une tour d'ivoire, dans un silo, avec des pensées en silo, malheureusement, alors qu'ils ont tout pour ne pas le faire. Peut-être qu'ils ont des biais cognitifs importants. Risque fort d'avoir des résultats qu'ils n'escomptaient pas, à moins qu'il y ait une pulsion suicidaire inconnue, enfin sous-jacente de leur part, mais bon, je ne vais pas aller jusque-là. Bref, je conseille tout le monde de lire ton livre, ça permet d'avoir une excellente analyse du processus et des pensées, et surtout, et ça c'est très vrai, il faut le dire, de faire la part, c'est bientôt midi, les pattes je vais les faire, de faire la part entre le mythe et la réalité, afin d'avoir une analyse qui n'est pas justement complotiste, qui n'est pas farfelue, mais au contraire basée sur 80% de faits, peut-être 20% d'intuition, ce qui est en général ce qui est bien pour prévoir l'avenir et éviter la paralysie de la recherche de trop d'informations en même temps. Je te remercie beaucoup pour C'est ton moi qui temps te remercie, Pierre. Et à une très prochaine. Très volontiers. À bientôt. À bientôt. Alors. Je savais pas que tu